L'événement s'est produit en Islande, le vendredi 19 mars 2021 à 20h45. À environ 30 km au sud-ouest de la capitale, la roche en fusion a soudainement fait irruption à la surface depuis les entrailles de la Terre. Des jets de lave brillantes ont ensuite illuminé le ciel nocturne. Le volcan de cette vallée s'est enfin réveillé après un sommeil profond de près de 800 ans. On divise généralement les volcans en 3 catégories, actifs, dormants ou éteints. Environ 1900 d'entre eux sont considérés comme actifs autour du globe. Cela signifie qu'ils sont entrés en éruption dans un passé récent et qu'ils le referont probablement dans un avenir proche. Les volcans dormants ne sont pas entrés en éruption depuis longtemps, mais ils pourraient le faire dans le futur. On peut dire qu'ils sont en quelque sorte endormis. Quant aux volcans éteints, ils n'ont pas montré de signes d'activité depuis plus d'1 million d'années. L'éruption islandaise n'a pas été très explosive. Et tout cela s'est produit à 15 km de la ville la plus proche, donc tout le monde était parfaitement en sécurité. Beaucoup de curieux sont même venus voir le phénomène de près, tandis que d'autres visiteurs courageux ont essayé de faire frire des œufs et du bacon sur la lave. Celle-ci peut atteindre plus de 1250 degrés Celsius. Elle brûle tout sur son passage. Pourtant, elle produit aussi certaines des terres les plus fertiles pour l'agriculture. Cette éruption a produit une quantité relativement faible de lave au début, mais elle s'est répandue dans la vallée dans plusieurs directions, formant une sorte de bouclier qui ne cesse de s'étendre. On ne peut jamais vraiment prédire la vitesse d'une coulée de lave avant de la voir. Tout dépend de l'épaisseur de la lave et de la pente de la montagne. La lave peut s'écouler lentement, à environ 6 mètres par minute, une fraction de la vitesse moyenne de marche d'une personne. Ou bien elle peut dévaler à une vitesse de 48 km/h, ce à quoi même l'homme le plus rapide du monde ne peut échapper. Mais la lave n'est même pas l'émanation la plus dangereuse des volcans. Ce sont les gaz toxiques qui s'échappent de l'éruption. Ceux-ci se propagent plus vite et plus loin que la coulée de lave. Heureusement, dans le cas de l'Islande, le vent a poussé ces gaz loin des zones résidentielles. Les scientifiques n'ont pas été surpris par l'éruption de ce volcan. Ils savaient qu'elle allait avoir lieu. Des tremblements de terre de plus en plus forts secouaient cette région depuis 15 mois. On y a recensé 50 000 séismes rien que dans les 3 semaines qui ont précédé l'éruption. Ça fait plus de 100 par heure. Le volcan est actif depuis mars et les géologues disent qu'il pourrait y avoir des semaines, des mois, des années, voire des décennies d'éruptions constantes dans la région. Le mont Shasta fait partie des 5 volcans les plus dangereux des États-Unis. C'est pourquoi les géologues le surveillent de près. Sa dernière éruption remonte à l'an 1250, soit il y a bien longtemps, mais ce volcan entre en éruption tous les 600 à 800 ans. Ce qui veut dire que, tic-tac, on attend la prochaine d'un jour à l'autre. À environ 1 heure de Portland, dans l'Oregon, se trouve un volcan actif dont la dernière éruption remonte au 19e siècle. La prochaine fois qu'il entrera en éruption, les scientifiques pensent qu'il produira de plus grandes quantités de cendres et de poussière. Cela pourrait provoquer des pannes d'électricité et rendre l'eau impropre à la consommation dans la région. Mais les experts font très attention au mont Hood. Ils seront en mesure de lancer de nombreux avertissements pour que les gens puissent réagir à temps. Le Kilauea est l'un des volcans les plus actifs au monde. Il est en éruption presque constamment depuis 1983, ce qui en fait aussi l'une des plus longues éruptions connues sur Terre. C'est pourtant le volcan terrestre le plus jeune d'Hawaï. Les volcans peuvent mettre des milliers d'années à se former, mais d'autres peuvent surgir pratiquement du jour au lendemain. Un volcan au Mexique est entré en éruption au beau milieu d'un champ en 1943 et a commencé à grandir à partir de là. En l'espace d'1 an, il mesurait près de 457 mètres de haut. Lorsque les éruptions ont finalement cessé 9 ans plus tard, le mont avait atteint une hauteur de plus de 2804 mètres. Le mont Fuji est un symbole du Japon. La dernière fois qu'il est entré en éruption, c'était en 1707. Et il a envoyé une pluie de roches brûlantes jusqu'à 100 km de distance. Si une éruption similaire se produisait aujourd'hui, Tokyo se trouverait dans ce périmètre. Le mont Fuji se trouve juste sur le cercle de feu, cette région en forme de fer à cheval dans l'océan Pacifique, pleine de volcans actifs et de tremblements de terre. D'un bout à l'autre, il fait presque 40 000 km de long. Il pourrait s'enrouler tout autour de l'équateur. En janvier 2020, le volcan Taal, aux Philippines, a commencé à cracher de la lave, envoyant d'énormes panaches de cendres à 800 mètres dans le ciel.
L'éruption a même déclenché un phénomène rare, un orage volcanique. C'est lorsque le nuage de fumée au-dessus d'un volcan produit ses propres éclairs. Les risques de tsunami volcanique étaient également élevés. Ceux-ci sont généralement causés par des mouvements tectoniques qui se produisent à cause de l'activité volcanique. Le Taal est entré en éruption plus de 30 fois au cours des 450 dernières années. Ce volcan en Équateur est entré en éruption pour la dernière fois en 2016. Les scientifiques pensent qu'il pourrait montrer des signes avant-coureurs de magma en mouvement. Il s'agit d'un stratovolcan actif, un type spécifique en forme de cône avec des côtés abrupts. Il se forme à partir d'une lave collante qui ne s'écoule pas si facilement. Cette lave fait le tour de l'évent, se refroidit et s'empile sur elle-même pour former ses parois abruptes. Ces volcans sont plus susceptibles de produire des éruptions explosives comme celles que l'on voit dans les films. Ruapehu est le plus ancien parc national de Nouvelle-Zélande. Une région volcanique merveilleuse où tu peux admirer de près tous ces cratères fumants, ces magnifiques lacs et ces formations rocheuses inhabituelles. Il est entré en éruption pour la dernière fois en 2007 et a connu 10 éruptions depuis le milieu du 19e siècle. Mais les éruptions, les coulées de lave et les gaz toxiques ne sont pas les seuls dangers provenant des volcans. Il y a aussi ce qu'on appelle le lahar, une sorte de coulée de boue volcanique composée de débris. Entre deux éruptions, la neige fond et un lac se forme dans la caldeira. Si la dernière éruption a apporté de la boue, des cendres et des roches dans le lac, celui-ci devient dangereusement plein. Dans ce cas, seul un barrage temporaire peut le retenir. L'Indonésie abrite le plus grand nombre de volcans actifs au monde, dont un appelé Anak Krakatoa. Cela signifie « enfant du Krakatoa » et son célèbre père n'est pas loin. Un énorme tsunami en 2018 a partiellement réveillé Junior, une idée effrayante puisque Papa a été responsable de l'une des plus puissantes éruptions jamais vues sur cette planète en 1883. Le boom du Krakatoa a été le son le plus fort jamais entendu. Des témoins situés à plus de 3000 km de distance ont pu entendre l'explosion. L'onde sonore a fait 7 fois le tour du globe et les scientifiques disent qu'il est difficile de prédire les schémas éruptifs de ce volcan. Le mont Yazur, au Vanuatu, est l'un des rares volcans au monde où tu puisses voir un lac de lave. Les touristes s'y rendent même pour jeter un coup d'œil par-dessus bord et voir le lac brûlant et bouillonnant en dessous. Enfin, sauf quand l'activité volcanique passe au niveau 3 et 4 sur 5. Cela signifie qu'il y a des tremblements de terre plus intenses, des secousses volcaniques ou des éjections de vapeur, de gaz ou de cendres. Dans ce cas, l'endroit est évidemment interdit d'accès. Ce volcan de la République démocratique du Congo possède le lac volcanique le plus actif et le plus grand du monde. Et toute cette lave est exceptionnellement fluide, ce qui signifie qu'elle se déplace plus vite et plus loin que celle qui s'échappe de la plupart des volcans. Il ne fait certainement pas partie des plus grands, mais l'Erta Ale en Éthiopie est unique car il possède un lac de lave quasi permanent, ce qui est plutôt rare. Les habitants l'appellent la montagne fumante, car son lac de lave provoque souvent des éruptions. Ce volcan se trouve près de la dépression de Danakil, l'un des endroits les plus chauds de notre planète. Le Merapi entre régulièrement en éruption depuis le milieu du XVIe siècle. Ce volcan aide les scientifiques à faire des recherches cruciales sur le fonctionnement des éruptions et sur la façon dont ils peuvent avertir les habitants à temps. Après avoir été en sommeil pendant un certain temps, ce volcan du centre du Mexique a repris vie en 1994. Depuis, il produit d'énormes coulées de boue et de fortes explosions à des intervalles imprévisibles. Dans l'Antiquité, d'énormes éruptions provenant de ce géant ont enseveli des villes et des pyramides entières. Imagine que tu séjournes dans un hôtel et que tu te réveilles avec une vue magnifique sur un énorme volcan couvert de rivières de lave rougeoyante et de nuages de cendres. Lorsqu'il dégage de la chaleur, les visiteurs de cette région du Guatemala en profitent pour y faire griller des marshmallows. L'un des volcans les plus actifs de la Terre se trouve sur une petite île au nord de la Sicile. Le Stromboli connaît des explosions régulières ainsi que de la lave incandescente provenant des vents à l'intérieur de son cratère. Non loin de là se trouve l'Etna, le volcan le plus actif d'Europe et l'un des plus grands volcans continentaux du monde. Au fait, la Terre n'est certainement pas la seule planète avec des volcans. Le plus grand de notre système solaire se trouve sur Mars. Il couvrirait tout l'état de l'Arizona et il est presque 3 fois plus haut que le mont Everest. Alors, ne regarde pas en bas.
Tu as peut-être déjà entendu dire que le parc national de Yellowstone reposait sur un énorme supervolcan. C'est la raison pour laquelle la région peut se targuer de puissants geysers et autres sources thermales. Mais cela signifie également qu'en dessous de Yellowstone se trouve une immense chambre magmatique. En 2015, des chercheurs de l'Université d'Utah ont découvert que cette chambre était beaucoup plus vaste que ce que tout le monde pensait jusqu'alors. Et ils ont même découvert un second réservoir de magma sous le premier. Très logiquement, plus ces chambres sont spacieuses, plus elles contiennent de magma. Ensemble, les deux réservoirs accumulent une masse de lave en fusion qui pourrait facilement remplir le Grand Canyon non pas une, mais 11 fois. Mais tu sais ce qui est le plus inquiétant à propos de ces chambres magmatiques? Elles ont tendance à pousser contre le sol qui se trouve au-dessus d'elles. Et par conséquent, le terrain de Yellowstone s'élève d'environ 3 à 5 cm par an. En plus de cela, Yellowstone possède le statut de volcan actif et son indice d'explosivité volcanique, car oui, il y en a un, est de 8 sur 8. Un chiffre aussi élevé signifie que si ce volcan entrait en éruption, il s'agirait d'un événement apocalyptique. Pour mettre les choses en perspective, l'éruption du Pinatubo aux Philippines en 1991, qui est considérée comme la plus puissante de mémoire d'homme, n'a reçu qu'un 6 sur l'indice d'explosivité volcanique. Ah, nulos. Maintenant, voyons s'il y a lieu de s'inquiéter. En mars 2023, les stations sismographiques de l'Université d'Utah ont enregistré 354 séismes dans toute la région du parc national de Yellowstone. Cela semble impressionnant. Mais gardons à l'esprit que l'événement le plus conséquent du mois aura été un mini-séisme de magnitude 3,7. Il s'inscrivait dans une succession de 106 tremblements de terre qui avaient commencé le 29 mars et s'étaient poursuivis jusqu'à la fin du mois. Et oui, les séismes obéissent apparemment aussi à la loi des séries. Te voici donc prévenu. Les sismologues affirment que l'activité sismique de Yellowstone est, eh bien, un peu plus active qu'à l'accoutumée. Mais ce n'est pas aussi grave qu'il n'y paraît. Un géophysicien du nom de Michael Polland, travaillant à l'observatoire du volcan de Yellowstone, affirme que le volcan n'entrera pas en éruption de sitôt. Pour que cela se produise, il doit se trouver assez de magma prêt à entrer en éruption sous la surface. Ouf. Il doit également y avoir suffisamment de pression pour que ce magma monte. Mais aucune de ces conditions n'est aujourd'hui réunie. Selon le chercheur, Yellowstone serait stable en ce moment. Dans le même temps, Polland et son équipe enregistrent toutes sortes d'activités souterraines, à la recherche de signes d'éventuelles éruptions. Certaines d'entre elles peuvent être la fréquence même des tremblements de terre ou la déformation du sol. Des milliers de mini-tremblements de terre couplés à des changements extrêmes à la surface du sol dans cette zone peuvent être des signes avant-coureurs. L'équipe surveille également la température des relevés thermiques de Yellowstone. C'est un autre signe notable d'une catastrophe potentielle, des changements à l'échelle du parc entier dans l'activité des geysers, ainsi que dans ses émissions de gaz et de chaleur. Alors, en dépit des affirmations des médias selon lesquelles Yellowstone serait prochainement sur le point d'entrer en éruption, car la dernière s'est produite il y a 7000 ans, ce n'est toutefois pas ainsi que fonctionnent les volcans. Les experts affirment que c'est l'un des malentendus les plus courants au sujet des volcans. Ils n'obéissent pas à un calendrier. Si une super éruption se produisait toutefois, la chose la plus inquiétante pour nous ne serait pas les coulées de lave, pas plus que le séisme qui accompagnerait très probablement cette catastrophe naturelle. Non. La pire conséquence d'une telle super éruption serait les cendres et leurs retombées. Jetons un coup d'œil à ce qu'il s'est passé quand le volcan de Yellowstone a éclaté il y a de très nombreuses années. Au moins 3 super éruptions se sont produites dans l'histoire du volcan. La plus puissante d'entre elles était 2500 fois plus dévastatrice que la terrifiante éruption du mont St. Helens dans l'État de Washington en 1980. Quant à la super éruption la plus récente du parc, elle y a été surnommée l'éruption de Lava Creek. C'est elle qui a formé la caldeira de Yellowstone après avoir vomi une quantité folle de poussière, de cendres volcaniques et de roches dans les airs. Récemment, les scientifiques ont également découvert 2 autres super-éruptions jusqu'alors inconnues, qui se seraient produites il y a environ 8,7 et 9 millions d'années. La plus récente des deux est désormais considérée comme l'événement le plus important jamais enregistré dans toute la région volcanique de Snake River et Yellowstone. Très bien. Jetons maintenant un coup d'œil à ce qu'il s'est passé il y a tous ces millions d'années. Puisque nous n'étions pas là à l'époque, nous supposons tout cela sur la base de preuves. Les premiers signes de la catastrophe sont apparus bien avant que celle-ci n'éclate.
Au cours de milliers d'années, la chaleur n'a fait que s'accumuler à l'intérieur du manteau terrestre. Elle n'a cessé de faire fondre la roche sous la croûte de la planète, laissant derrière elle d'énormes chambres. Celles-ci étaient remplies d'un mélange sous pression de roches semi-solides, de magma, de vapeur d'eau et de différents gaz, y compris du dioxyde de carbone. Toute cette bouillonnante soupe souterraine s'étendait de plus en plus à mesure que davantage de magma arrivait avec le temps. Et la Terre, au-dessus du système volcanique, s'élevait presque imperceptiblement. 1 an avant sa super éruption, Yellowstone a lâché un avertissement, un petit rototo peut-être, mais à cette époque, il n'y avait personne qui pouvait interpréter ces signaux. De plus, ces processus inquiétants se déroulaient principalement sous terre. Par exemple, la décompression libère des boules de gaz. Lorsqu'elles éclatent, ces boules peuvent souvent alimenter des types particuliers d'éruptions. Des mois avant l'éruption, les tremblements de terre de faible magnitude sont devenus plus fréquents et plus intenses. Un peu partout sur les flancs du supervolcan, le sol est devenu plus chaud qu'auparavant. Les lacs de surface et les eaux souterraines sont également devenus plus chauds. Si des gens avaient été présents à cette époque, ils auraient remarqué un brouillard inhabituel autour de la région. Peu de temps avant le début de l'éruption, la pression croissante a poussé le sol qui surplombait la chambre magmatique vers le haut. Cela a créé une élévation en forme de dôme. De minces fissures ont alors commencé à s'ouvrir le long des bords de ce dôme. Imagine-toi ouvrir une bouteille de soda après l'avoir secouée. Quelque chose de similaire se produisait au bord du volcan. Un peu comme l'expérience des Mentos dans du Coca Light. Puis, la pression a été libérée à travers les fractures lorsque les gaz ont éclaté sous la surface. Juste avant la catastrophe, le sol autour du volcan de Yellowstone s'est soulevé. Les bassins géothermiques et les geysers se sont réchauffés jusqu'à atteindre des températures d'ébullition et sont devenus plus acides que d'habitude. Le magma a commencé à remonter vers la surface. À un moment donné, le dôme rocheux de la chambre magmatique n'a plus pu résister et l'éruption a débuté. De petits mais constants tremblements ont commencé à secouer le sol plusieurs jours avant la catastrophe. Mais les véritables secousses n'ont commencé que plusieurs minutes avant l'éruption. Avec un grondement assourdissant, une immense colonne de lave et de cendres a été projetée dans les airs. En quelques minutes, une coulée pyroclastique a balayé la zone à une vitesse comparable à celle d'un ouragan. Une telle coulée est un mélange liquide de morceaux de lave semi-solides, de cendres volcaniques et de gaz en expansion chaud. Cela ressemble à une avalanche de neige extrêmement chaude et toxique. Avec une température d'environ 700 degrés Celsius, elle a tout brûlé tout sur son passage. Le volcan a continué à cracher des cendres pendant des jours et des jours. Pour tous les êtres vivants, leur retombée était l'une des conséquences les plus dangereuses de l'éruption. La cendre volcanique se transforme en ciment vitreux quelques secondes après avoir été inhalée. La plupart des animaux n'ont pas eu la chance d'y survivre. Même des arbres robustes ont commencé à s'effondrer sous le poids de cette substance dense. Il n'aura fallu que quelques jours pour qu'une épaisse couche de cendres recouvre d'immenses territoires. Après que les cendres soient entrées dans la stratosphère, les températures dans le monde entier ont commencé à baisser. L'éruption était riche en soufre, qui est un bloqueur de lumière solaire efficace. C'est pourquoi il a fait si froid qu'il n'y a pas eu d'été dans le monde entier pendant plusieurs années. Les animaux ne pouvaient plus trouver de nourriture ou d'eau propre. Cette catastrophe naturelle, appelée l'éruption supervolcanique de Gray's Landing, était proprement colossale. C'est ainsi que les chercheurs l'ont décrite dans leurs études récentes et elle a affecté un vaste territoire. Les courants de lave ont émaillé de verre volcanique brûlant une zone aussi grande que le New Jersey. Elle a instantanément stérilisé la surface de la Terre, éliminant toute la vie végétale qui y prospérait auparavant. Si une telle éruption devait se produire de nos jours, elle recouvrirait le Colorado, l'Utah et le Wyoming de presque 1 mètre de cendres volcaniques toxiques. De nombreuses régions seraient plongées dans l'obscurité. Même la côte, où vit la majorité des Américains, connaîtrait des problèmes avec la propagation du nuage de cendres. La catastrophe détruirait les récoltes et contaminerait les pâturages, interrompant les lignes et les transformateurs électriques. Alors, je suis sûr que tu seras d'accord avec nous. C'est une très bonne chose qu'une telle catastrophe ne soit pas prévue de sitôt. Et on a déjà bien assez d'autres choses à gérer. Si tu as déjà visité le parc national de Yellowstone, tu as probablement été fasciné par ces puissants geysers, qui crachent de l'eau surchauffée et de la vapeur dans les airs. Mais une chose encore plus intrigante se cache en réalité sous terre. Je veux parler du système naturel de canalisation souterraine qui rend possible ces éruptions grandioses. À ce sujet, il y a de bonnes nouvelles.
Récemment, des chercheurs ont réussi à cartographier le système de plomberie hydrothermale du parc national à l'aide d'un gigantesque aimant volant. Les scientifiques ont ainsi réussi à en documenter toutes les caractéristiques dans les moindres détails. Le fait est que Yellowstone abrite le plus grand système hydrothermal au monde. Il recèle plus de 10 000 curiosités, telles que des geysers, des marmites de boue, des sources chaudes et des cheminées de vapeur. Elles sont alimentées par un réseau de voies d'eau souterraines, lesquelles sont surchauffées par le magma qui s'écoule sous terre. L'eau remonte alors à la surface. À l'heure actuelle, personne ne sait grand-chose sur le fonctionnement de ce réseau. Mais les cartes nouvellement créées pourraient enfin éclaircir ce mystère. Les chercheurs expliquent que leur connaissance du sous-sol de Yellowstone présente quelques lacunes. C'est pourquoi on l'appelle souvent le sandwich mystère. Les scientifiques en savent beaucoup sur les caractéristiques de sa surface, car ils peuvent les observer directement. Ils savent également ce qui se passe dans le système magmatique et tectonique à plusieurs kilomètres sous la surface. Mais ils n'ont pas encore bien cerné ce qui se passe au milieu. Il faut absolument que l'on te parle de cet énorme aimant volant utilisé pour la recherche. Il s'agit du SkyTEM. On l'a suspendu à un hélicoptère pour survoler Yellowstone plusieurs centaines de fois, tout en scrutant le sol en contrebas. L'aimant est constitué d'une boucle de câbles chargée électriquement de 25 mètres de diamètre. Sa tâche principale est de générer un puissant champ électromagnétique. Comme les différents types de matériaux, tels que l'eau ou la roche, réagissent différemment à ce champ, les scientifiques sont parvenus à esquisser quelques cartes de ce sous-sol pour la toute première fois. Cette technique de cartographie a également permis aux chercheurs de faire la distinction entre le magma et la roche-mère, qui ont des propriétés magnétiques légèrement différentes. L'équipe a également eu l'occasion d'observer comment le magma et l'eau interagissent et créent ces caractéristiques géologiques époustouflantes à la surface. Enfin, les chercheurs ont obtenu des cartes en haute résolution d'une profondeur allant d'environ 150 à 700 mètres et des cartes basse résolution montrant ce qui se passe à une profondeur pouvant excéder 2 km. Parallèlement, les chercheurs pensent que le système hydrothermal lui-même pourrait s'étendre jusqu'à 5000 mètres sous la surface. S'ils ont vu juste, cela signifierait qu'ils n'ont cartographié que la moitié supérieure du système de plomberie de Yellowstone. Quoi qu'il en soit, tu te souviens qu'on a dit que les scientifiques savaient à peu près tout au sujet de la partie inférieure du sandwich de Yellowstone? S'ils ont une si bonne idée des plaques tectoniques et des failles profondes qui s'y trouvent, c'est parce que les fréquents tremblements de terre qui secouent le parc leur donnent l'occasion d'étudier une variété de phénomènes. En juillet 2021, par exemple, plus de 1000 tremblements de terre ont secoué la région. Aujourd'hui, cette équipe de chercheurs en sait beaucoup plus sur certains phénomènes célèbres, comme le geyser Old Faithful ou le Grand Prismatic Spring. Ils ont également découvert que certaines manifestations hydrothermales individuelles de surface pourraient en fait être connectées à d'autres, qui peuvent se trouver jusqu'à 10 km. Une autre découverte intéressante est que même si les geysers et les sources chaudes de Yellowstone varient en taille, en forme, en couleur, en explosivité et en composition chimique, ils sont principalement alimentés par des sources souterraines très similaires. Cela signifie que la différence entre ces particularités géologiques apparaît plus près de la surface. Je suis sûr que tu as déjà vu l'image emblématique de Yellowstone, avec une grande source aux couleurs arc-en-ciel et dont les bords sont d'un orange ardent. Qu'est-ce qui rend ces sources chaudes si colorées? Étonnamment, ces teintes impressionnantes proviennent de créatures microscopiques. La température des sources est si élevée qu'elle pourrait facilement et rapidement te faire cuire. De plus, l'eau y est très acide, comme le liquide d'une batterie de voiture. Mais il existe certains types de microbes qui apprécient la chaleur et qui ne craignent pas ces conditions extrêmes. On peut même dire qu'ils y prospèrent. Ainsi, chaque anneau de couleur différente est, dans la plupart des cas, un anneau habité par des bactéries différentes. Et chaque espèce s'est adaptée à une température ou à un pH particulier, lequel mesure le degré d'acidité de tel ou tel environnement. Prenons l'exemple du Grand Prismatic Spring. Oui, l'emblématique. SEs, teintes arc-en-ciel, indiquent probablement la diversité des microbes qui y vivent. Donc, en commençant par le centre de la source thermale, tu peux voir une belle couleur aiguë marine. C'est là que la température de l'eau est la plus élevée, jusqu'à 87 degrés Celsius, parce que cette zone se trouve juste au-dessus de la source d'eau souterraine. L'eau y est bien trop chaude, même pour les microbes. C'est pourquoi ce que tu vois est principalement une eau claire. La raison de sa couleur bleue est la même que celle du ciel.
La lumière du soleil frappe la surface de l'eau et la lumière se disperse. Mais c'est la lumière bleue qui se disperse le plus et qui est renvoyée vers nos yeux. Bien, l'anneau de couleur suivant est le jaune. Tout cela grâce à certaines cyanobactéries. La température de cet anneau jaune atteint les 74 degrés Celsius. Si les conditions de la source chaude étaient un peu différentes, ces bactéries créeraient une teinte bleu-vert grâce à un pigment bien connu, qui n'est autre que la chlorophylle. Mais comme la lumière du soleil qui frappe la source est trop intense, les bactéries commencent à produire un autre type de pigment. Il s'agit des caroténoïdes. Et devine quoi? Ils agissent comme un écran solaire pour les bactéries. Et comme ce pigment est orange, la bactérie normalement verte prend une teinte jaunâtre. Enfin, nous avons cette couleur orange vif plus près des bords de Prismatic Spring. Il y fait un peu plus frais, autour de 65 degrés Celsius. Dans cette partie de la source, on trouve plusieurs types de bactéries. Elles produisent toutes des substances qui lui donnent cette couleur orangée. Enfin, sur les bords de la source, la température est plus fraîche, environ 55 degrés Celsius, et une plus grande variété de microbes peut y survivre. Tous ces éléments combinés donnent au bord de la source cette teinte rouge-brun. Mais les scientifiques pensent que l'homme et son activité ont pu influencer les couleurs des caractéristiques hydrothermales de Yellowstone. Par exemple, dans le passé, les températures du Morning Glory Pool étaient beaucoup plus élevées qu'aujourd'hui. C'est pourquoi sa couleur était d'un bleu profond. Mais les déchets ont commencé à s'accumuler dans le bassin, et une partie de ces déchets a obstrué les vents hydrothermales. Cela a provoqué une baisse des températures qui a entraîné une croissance microbienne. En conséquence, cette jolie couleur bleue s'est transformée en jaune orangé. En ce qui concerne les geysers de Yellowstone, le plus célèbre d'entre eux est le fameux Old Faithful. Il a reçu ce nom à la fin du 19e siècle en raison de la régularité de ses éruptions. Ce geyser est plus actif que les autres, puisqu'il entre en éruption environ 20 fois par jour. Chacune de ces impressionnantes manifestations dure de 1 à 5 minutes, et le jet d'eau bouillonnante peut atteindre une hauteur de 55 mètres. En parlant du parc national de Yellowstone, nous ne pouvons pas passer sous silence le supervolcan de Yellowstone. N'est-ce pas? Les supervolcans apparaissent lorsque d'énormes volumes de magma tentent de s'échapper des profondeurs du sous-sol. Ils finissent par éclater à la surface de la Terre. Parfois, tout ce magma reste bloqué, incapable de percer la croûte terrestre. C'est alors que d'énormes mares de magma sous pression se rassemblent à plusieurs kilomètres de profondeur. La pression ne cesse d'augmenter car de plus en plus de magma tente de remonter à la surface. Et à un moment donné, une super éruption se produit. Tu n'as pas forcément envie d'être là pour ça. Au cours des 50 dernières années, la caldeira de Yellowstone s'est élevée de près d'1 mètre. Les experts sont convaincus qu'il s'agit d'une évolution naturelle. Les périodes d'élévation en forme de dôme sont suivies d'un renfoncement de la caldeira. Les scientifiques estiment donc que le supervolcan ne présente aucun danger pour le moment. Pour qu'une éruption se produise, le magma à l'intérieur doit être liquéfié à au moins 50%, et dans le SIA de Yellowstone, ce chiffre n'est que de 5 à 15%. Mieux encore, une étude récente a amené les chercheurs à conclure que son point chaud pourrait être actuellement en déclin, malgré toute l'activité de respiration et d'élévation du dôme. Au moins 3 autres super-éruptions ont émaillé l'histoire du volcan de Yellowstone. Le sol tremble sous tes pieds, les tableaux se décrochent des murs. Tu entends un grondement au loin, puis boum, une explosion assourdissante. L'onde de choc souffle à travers les fenêtres et déclenche les alarmes des voitures. Tu te réfugies sous la table à manger pour te mettre à l'abri, mais tu te souviens que tu vis non loin d'un supervolcan au milieu d'une jungle tropicale. Donc rester ici n'est pas une si bonne idée. Les secousses s'arrêtent enfin. Tu en profites pour jeter un coup d'œil dehors et tu vois un gigantesque nuage de fumée qui recouvre le ciel. C'est l'heure du déjeuner, mais ce serait difficile à dire, le soleil est complètement voilé et l'obscurité recouvre tout. Il n'y a plus d'électricité dans la ville. Dans cette obscurité, tu vois de la lave rouge en fusion qui jaillit dans le ciel et coule sur les pentes du volcan. Tu cours dehors en même temps que des dizaines de voisins. Ta priorité en ce moment, trouver un abri sûr rapidement. Tu penses à prendre ta voiture, mais avec tous ces gens qui courent sur la route, c'est impossible. Tu cours donc à pied, là où la foule se dirige. Les supervolcans sont dans une ligue à part en termes de catastrophes naturelles. Étonnamment, ce n'est pas qu'une question de taille ou de hauteur. Un volcan est qualifié de super s'il produit une éruption de plus de 1000 km3 de magma.
Ce serait plus qu'assez pour remplir le lac Erie. Il doit aussi avoir un passé d'éruption et une magnitude de 8 sur l'indice d'explosivité volcanique. Le plus grand volcan actif sur Terre est le Mauna Loa d'Hawaï. Il est si grand qu'il pourrait recouvrir tout l'État de Rhode Island, et même un peu plus. Et la prochaine fois que tu verras un avion de ligne voler haut dans le ciel, souviens-toi que son altitude de 9000 mètres est à peu près aussi élevée que le Mauna Loa de sa base à son sommet. Il est donc techniquement plus haut que l'Everest, mais il n'est pas considéré comme un supervolcan. Bref, tu cours sur la route sombre sans vraiment voir où tu vas. Puis, tout d'un coup, un énorme rocher enflammé détruit le pont devant toi. Toi et tous les autres êtes désormais bloqués sur le flanc du volcan, alors que la situation devient de plus en plus chaotique à chaque seconde. La plupart de la foule se disperse, chacun essayant de se frayer un chemin vers un espace plus sûr. Tu te souviens qu'il y a un chemin vers l'autre côté que peu de gens connaissent. Mais tu devras traverser une rivière en furie à travers la jungle dense. Tu calmes ce qu'il reste de la foule et tout le monde te suit jusqu'à ton chemin secret. Tu sors enfin des limites de la ville et tu t'enfonces dans la jungle. Alors que le ciel est déjà sombre, les grands arbres et les feuilles épaisses rendent l'atmosphère encore plus noire. Tout le monde allume la lampe de poche de son téléphone pour s'orienter sur le chemin obscur. Vous devez tous vous serrer les coudes et faire en sorte que personne ne se perde. Soudain, des rochers enflammés frappent les arbres non loin de vous. Tout le monde sursaute et essaie de se précipiter en avant. Mais aucun endroit n'est sûr quand il pleut du feu brûlant tout autour. Toi et ton groupe devez accélérer le rythme. Imagine une avalanche ou une coulée de boue. Des situations très dangereuses en soi. Imagine maintenant une avalanche de lave et de roches en fusion glissant le long d'une montagne au lieu de la boue. C'est exactement ce qui est en train de frayer son chemin vers toi en ce moment même. De plus en plus de personnes rattrapent ton groupe et apportent la nouvelle que toute la zone est submergée par la lave. Elle se déplace plus vite que tu ne le pensais. Tu ne peux jamais vraiment prédire la vitesse d'une coulée de lave avant de la voir. Tout dépend de son épaisseur et de la pente du volcan. La lave peut s'écouler lentement à environ 6 mètres par minute, une fraction de la vitesse de marche d'une personne moyenne, mais elle peut aussi s'écouler à une vitesse de 50 km/h, auquel cas même la personne la plus rapide de la planète ne peut y échapper. Mais la lave n'est même pas le problème le plus dangereux. Si tu n'avais pas de protection, les gaz crachés par l'éruption rempliraient tes poumons. Et ceux-ci se propagent plus vite et plus loin que la coulée de lave. Tes yeux et ta gorge te démangeraient. Tu aurais mal à la tête, des vertiges, une accélération du rythme cardiaque et des difficultés à respirer. Le pire serait de perdre connaissance par manque d'oxygène. Heureusement, tout le monde a réussi à prendre son masque à gaz avant de sortir de chez soi. Tu entres maintenant dans le terrain le plus hostile de la jungle et dans la zone dangereuse. Les batteries de tous les téléphones s'épuisent les unes après les autres. Ta vision est donc encore plus limitée. Le terrain est plus difficile et tu n'entends aucun son provenant de la rivière. À ce stade, tu n'es même pas sûr d'être dans la bonne direction. Mais ton instinct te dit que plus tu t'enfonces, plus tu seras en sécurité. Le chemin est boueux et les branches entravent les mouvements de tout le monde. C'est alors que tu entends quelque chose de gros qui court dans la jungle. Il arrive rapidement sur toi. Tu ne peux rien voir jusqu'à ce qu'il soit juste au-dessus de toi. Un ours. Et voilà un rhinocéros. Des chats sauvages, des chats domestiques, des chiens, des créatures de toute taille et de toutes espèces. Ils traversent tous la jungle en courant juste devant toi. Toi et tes compagnons humains n'êtes pas les seuls à fuir l'éruption. Le grondement se poursuit. Avant que tu ne t'en rendes compte, une pluie de pierres de feu tombe juste derrière toi et enflamme une partie de la jungle. Il n'y a aucun moyen de revenir en arrière. Tout le monde se remet à courir. Tu entends le tonnerre au loin. Un éclair illumine le ciel sombre. Tu te dis, enfin un peu de pluie pour éteindre ce cauchemar ardent. Mais ce n'est pas un orage ordinaire qui se prépare. Ces nuages de fumée géants peuvent reproduire un orage dans des conditions similaires. Ta chance finit enfin par payer. Tu entends la rivière droit devant toi. Tu atteins la rive et dois sauter sur des pierres pour arriver de l'autre côté. Tu manques de glisser lorsque quelqu'un te rattrape juste à temps. Ouf, c'était moins une. Non loin de la rivière, une grande cascade mène directement à un lac peu profond avec des rochers pointus au fond. Les cendres de la lave tombent comme de la neige, recouvrant la plupart des arbres et atterrissant sur la surface de la rivière. La cendre est une des choses les plus dangereuses des éruptions volcaniques. Tu es trempé jusqu'aux os, mais c'est beaucoup mieux que la cendre et la fumée. Et puis le reste du groupe suit. Ensuite, la rivière commence à fumer alors que la lave atteint la rive et s'écoule dans l'eau. Tu fais de ton mieux pour accélérer les choses. La lave peut chauffer cette eau à des niveaux dangereux.
et il y a encore des gens qui traversent lentement la rivière sur les rochers glissants. Heureusement, tu réussis à faire traverser tout le monde. Enfin, presque tout le monde. Tu te retournes et tu vois que quelqu'un a la jambe coincée entre deux rochers. La lave continue de se déverser dans la rivière. Tu peux sentir la chaleur de la vapeur. Tu te précipites vers cette personne et essaies de la sortir de là, mais sa jambe refuse de bouger. Quelqu'un d'autre vient t'aider et vous réussissez enfin à la décoincer juste à temps. Toi et tous les autres, de plus en plus épuisés par cette course folle, continuez à vous éloigner le plus possible. C'est alors que tu vois la route principale qui va au pont brisé. Il y a d'autres personnes sur la route qui sont sorties saines et sauves, et même des voitures dans lesquelles s'entassent les survivants qui quittent rapidement la zone. Le volcan crache toujours de la lave et la ville entière en est recouverte. Ce qui était autrefois ta ville ressemble maintenant à un lac ardent géant. Les avions et les hélicoptères ne peuvent pas voler à cause de la fumée et des cendres. Ne compte donc pas sur un sauvetage aérien. Tu es toujours en danger, même si tu es sur un terrain plus sûr. Alors il est encore trop tôt pour se réjouir. Tout le monde continue de s'éloigner de la ville. Plus c'est loin, mieux c'est. Le sol continue de trembler, mais cette fois, c'est encore plus intense qu'avant. Les supervolcans sont assez puissants pour provoquer des mini-séismes. Mais c'est une bonne chose que tu sois en zone dégagée, loin des bâtiments et des débris de la ville. Maintenant, retour à la réalité. Rassure-toi, une éruption volcanique de cette intensité ne se produira pas avant très longtemps. Pas avant des millions d'années. De plus, grâce au système d'alerte et à la préparation de l'humanité à un tel événement, il est extrêmement peu probable qu'un volcan ordinaire fasse autant de dégâts. Alors ne raye pas encore le parc Yellowstone de ta liste de voyages. Le volcan Kawah Ijen, situé en Indonésie, n'est pas une montagne de lave ordinaire. Au lieu de produire de la fumée noire et de la lave rouge, comme le font la plupart des volcans, cette excentrique montagne laisse échapper une flamme bleue et de la lave bleue électrique. Ce phénomène se produit car le volcan contient des niveaux de soufre parmi les plus élevés au monde. Et lorsque les gaz sulfureux interagissent avec l'air brûlant et sont éclairés par la lave en fusion, ils commencent à devenir bleus. Malheureusement, tu ne peux voir ce spectacle envoûtant que la nuit. Mais tu peux le sentir toute la journée. À propos, le plus grand lac acide du monde se trouve aussi à l'intérieur de ce cratère. La mer Morte a une forte concentration de sel et de minéraux par rapport à d'autres mers, même si techniquement, c'est un lac. Il est presque impossible de s'y baigner, mais les gens s'y rendent pour profiter de substances chimiques naturelles pour le corps. Flotter à la surface est un excellent moyen de se détendre. Cette ancienne étendue d'eau a reçu son nom car, étant 9,6 fois plus salée que les océans, aucun organisme macroscopique ne peut y vivre. On n'y trouve que quelques bactéries et champignons qui apprécient le sel. C'est aussi l'endroit le plus bas de la Terre, à 427 mètres sous le niveau de la mer. Il existe une grotte de cristal souterraine au Mexique et elle ressemble à un monde interstellaire. Elle se trouve à environ 305 mètres sous la surface. Et chaque pointe mesure jusqu'à 11 mètres de long et pèse jusqu'à 55 tonnes. Ces cristaux font partie des plus grands du monde. La plage de Luskentyre est une étendue sans fin de dunes de sable blanc et d'eau azur. Mais ne te laisse pas tromper par cet aspect tropical, elle est située en Écosse. C'est pourquoi elle a cette apparence en mai et juin seulement. En décembre, l'endroit ne reçoit en moyenne qu'1 heure d'ensoleillement par jour, ce qui le rend tout aussi spectaculaire, mais dans un style monochrome. Les Georgia Guidestones sont une structure de pierre géante disposée en étoiles. Elles comportent des inscriptions en 8 langues, dont l'hindi, le chinois et le swahili. Elle présente également un calendrier astronomique terminé en 1980 et a été érigée pour durer des siècles. Personne ne sait qui l'a construite ni pourquoi. Dans le centre de la Californie se trouve le parc national de Sequoia, où l'on peut marcher dans la forêt des géants. Il existe depuis des milliers d'années. Plus de 8000 séquoias colossaux règnent sur la Terre, et 10 d'entre eux font partie des plus grandes plantes vivantes du monde. Le général Sherman est estimé avoir près de 2700 ans, et il est considéré comme le plus grand arbre vivant connu au monde en termes de volume. Les célèbres têtes de pierre de l'île de Pâques existent depuis des centaines d'années. Personne ne sait exactement pourquoi elles ont été construites. Certains scientifiques pensent que la population locale croyait que les statues rendraient le sol plus fertile. L'analyse du sol a prouvé que les têtes ont bien fait leur travail. C'est le meilleur endroit de l'île pour l'agriculture. La composition chimique des anciennes sources d'eau chaude de Pamukkale, en Turquie, donne un aspect magique à l'eau qui se déverse sur le bord.
Elles sont bénéfiques pour purifier non seulement le corps, mais aussi l'esprit. Tout au fond de l'Arabie Saoudite se trouve un rocher parfaitement tranché en son centre, avec ses deux moitiés posées parallèlement. Ce qui rend Al-Nasla si unique, c'est qu'il n'a pas été fait artificiellement, mais est le résultat du travail de la nature au fil des siècles. Ce glacier peut donner l'impression que quelqu'un a laissé tomber des tonnes de peinture rouge au milieu de l'Antarctique, mais c'est en fait une couleur naturelle. Les chutes de sang sont le résultat d'une eau extrêmement salée mélangée à de l'oxyde de fer, ce qui donne cette ambiance sinistre au milieu de nulle part. Début mai 2018, les habitants de la Nouvelle-Angleterre ont pu observer l'un des phénomènes les plus effrayants et les plus dangereux qui soient, une tornade à très longue trajectoire. L'effrayant phénomène naturel a commencé sa course non loin de Charleston, dans le New Hampshire, et s'est dirigé vers la ville de Webster, dans le comté de Merrimack. Il a fallu 33 minutes à la tornade pour parcourir 58 km et devenir la troisième sur la liste des tornades à la trajectoire la plus longue en Nouvelle-Angleterre. Aux Philippines, tu peux nager dans des eaux parmi les plus cristallines du monde et découvrir un monde sous-marin sous tes pieds dans la province de Palawan. La ville de Coron possède des plages de sable blanc avec de nombreux petits bateaux qui naviguent dans les nombreux paysages étonnants. Tristan da Cunha est un petit archipel volcanique de l'Atlantique dont les plus grosses voisines sont les villes de Buenos Aires en Argentine et Le Cap en Afrique du Sud. Il faut 7 jours de bateau pour se rendre dans ce lieu unique. Si tu veux t'échapper du reste du monde, en séjournant parmi les 280 habitants, tu auras l'impression d'être loin de tout. Pendant la première semaine de janvier 2018, un temps exceptionnellement froid sévissant dans le nord-est des États-Unis a gelé l'océan Atlantique à North Falmouth, dans le Massachusetts. L'océan était tellement gelé que les gens pouvaient marcher sur les vagues. C'est évidemment quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours. Le sable rouge est ce qui rend cette plage si unique, et la raison pour laquelle les touristes affluent au Tianjin, en Chine. Une plante de couleur rouge appelée Suaeda salsa vit dans l'eau salée. Toute la plage est recouverte de rouge et seule la couche supérieure de la mer est visible. S'il y a bien une chose qui semble défier la gravité, c'est la pierre de Davasco en Argentine. L'énorme rocher de 300 tonnes se tient de façon précaire au bord d'une falaise et se balance un peu d'un côté à l'autre sous l'effet du vent. Les gens l'ont même vérifié en mettant des bouteilles en verre sous l'un de ses bords. Elles ont explosé avec un mouvement du rocher. Malheureusement, aujourd'hui, tu ne peux plus voir cette merveille de la nature telle qu'elle était il y a un siècle. En 1912, le rocher est soudainement tombé du perchoir qu'il occupait depuis des centaines d'années. Les habitants de la ville voisine de Tandil ont été si attristés par cet événement que 95 ans plus tard, en 2007, ils ont décidé de restaurer la pierre. Ils en ont fabriqué une réplique en plastique et l'ont placée au même endroit et dans la même position. Ainsi, même aujourd'hui, en passant par Tandil, tu peux voir son célèbre rocher en équilibre, même si c'est davantage un symbole, puisqu'il ne se balance plus et ne pèse plus que 9 tonnes. Mais il est néanmoins immédiatement reconnaissable. Socotra est une île aux allures extraterrestres située au large des côtes du Yémen, dans l'océan Indien, avec l'un des arbres les plus uniques au monde. On l'appelle le dragonnier, et on ne le trouve que sur cette île étonnante. En 2008, elle a été reconnue comme un site du patrimoine mondial. Si tu vois un jour une colonne d'air compacte et brûlante, ne panique pas, ce n'est pas la fin du monde. La combinaison effrayante de bruits de tourbillons et de brasiers brûlants signifie que tu es sur la trajectoire d'une tornade de feu. Ce phénomène dangereux se produit principalement pendant les feux de forêt. Les incendies créent une grande zone d'air très chaud juste au-dessus du sol. Lorsque cet air brûlant se mélange à l'air plus frais situé plus haut, il en résulte un tourbillon qui brasse des débris brûlants et des flammes. Les tornades de feu les plus puissantes peuvent s'étendre sur des centaines de mètres dans le ciel. La Maison du Mystère à Gold Hill, dans l'Oregon, étonne ses visiteurs avec des effets défiant la gravité. Tu ne peux pas te tenir droit. Tu te penches toujours sur le côté et tu dois te tenir à quelque chose pour garder l'équilibre. Les balles roulent vers le haut et il y a un balai qui reste parfaitement immobile où que tu le poses, contrairement à presque tout le reste dans la cabane. Les tribus amérindiennes locales appelaient cet endroit le terrain interdit, avant même que la maison n'y soit construite, et elles évitaient de s'en approcher. Mais les propriétaires de la cabane ont décidé d'en faire une attraction et ils ont réussi. Ils ont créé une atmosphère de mystère autour de l'endroit et ont répandu la nouvelle dans les journaux et plus tard sur Internet. Et voilà, une anomalie parfaite est née.
En fait, ce n'est rien de plus qu'une curiosité, une illusion d'optique créée par l'homme qui trompe tes yeux et tes autres sens. Si tu voyages aux Philippines, en Indonésie ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée, tu auras la chance de voir certains des arbres les plus insolites et les plus joyeux du monde. Le tronc de l'eucalyptus arc-en-ciel a l'air d'avoir été peint en orange, vert, rouge, violet, jaune, marron et bleu. Certains arbres sont si lumineux qu'ils semblent artificiels. L'eucalyptus arc-en-ciel perd régulièrement des bandes d'écorce, ce qui révèle une couche verte brillante en dessous. Un peu plus tard, cette couche verte change progressivement de couleur et comme la mue se produit à un moment différent à différents endroits du tronc, l'arbre commence à avoir un aspect multicolore et très attrayant. Le Yémen abrite les plus vieux gratte-ciel et la plus ancienne métropole du monde. L'ancienne ville de Shibam est considérée comme le Manhattan du désert, en raison de la collection de bâtiments en terre qui sortent du sol du désert. Elle servait d'étape pour les caravanes pendant l'Antiquité.